Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale ce matin avec Pierre-René Lemas, avec Dominique Carlac et avec Arnaud Aimé. On va commencer par l'intelligence artificielle et ses promesses du gouvernement de faire de la France une place incontournable pour l'intelligence artificielle. On a eu ces chiffres ce matin de PwC sur l'emploi. Ils ont regardé plus de 500 millions d'offres consultées dans 15 pays pour voir le taux de pénétration de l'intelligence artificielle. Et évidemment, il y a des avantages aussi pour les salariés. Zidane Azouzi. Oui, les services financiers, les technologies de l'information ou encore les services, tous connaissent une croissance de la productivité près de 5 fois supérieure au secteur moins exposé à l'intelligence artificielle. Résultat, les offres d'emploi liées à l'IA se multiplient. Aujourd'hui, il existe 7 fois plus d'offres qu'il y a 12 ans. Dans le détail, depuis 2016, les compétences en IA sont de plus en plus recherchées par les employeurs. Le nombre d'offres d'emploi dans l'IA augmente plus de 3 fois plus rapidement que dans tous les autres secteurs. L'étude met aussi en lumière les avantages économiques en faveur des salariés. Les emplois nécessitant des connaissances en IA offrent des salaires par exemple jusqu'à 25% plus élevés. Bon, ça c'est des chiffres mondiaux, mais c'est pareil pour la France. Oui, effectivement, en 2018 par exemple, on comptabilisait seulement 11 000 offres nécessitant des compétences en IA en France. Aujourd'hui, ce chiffre a été multiplié par 7 pour atteindre 77 000 offres l'an dernier. Un développement plus rapide que dans tous les autres pays étudiés. C'est le secteur industriel qui connaît une transformation radicale. Il demeure le plus grand demandeur de main-d'œuvre en compétences d'IA, et ce malgré une baisse de 2,9 points de la demande depuis 6 ans. Enfin, juste derrière suivent les services. Alors PwC nous expliquait ce matin à 7h45 qu'une compétence en IA, ça peut même être l'idée de s'être formé tout seul à ChatGPT, de savoir comment ça fonctionne. Ça vaut le coup quand même pour 25% de salaire en plus, Arnaud Aimé. Ah oui, le jeu en vaut la chandelle, évidemment. Comme l'étude le montre, on imaginait assez intuitivement que l'IA avait le vent en poupe sur le marché du travail. Ce qui aurait été intéressant de mesurer aussi, là on parle d'emplois stimulés ou augmentés par l'intelligence artificielle, c'est de regarder les emplois menacés par l'intelligence artificielle. Et surtout que cette étude est faite par PwC et les cabinets d'expertise comptable, d'audit comptable, tout comme les entreprises de services informatiques, on sait que c'est les plus menacés par cette révolution de l'IA, parce que nous, ce qu'on pense chez SIA Partners et qu'on partage avec les PDG, c'est que l'IA, ça simplifie le fonctionnement des entreprises. Or, les entreprises qui vivent de la complexification de l'entreprise en mettant en place des systèmes complexes, elles sont davantage menacées par l'IA. Donc, il faut voir aussi que c'est une destruction créatrice. Le premier menacé, c'est PwC, en fait, qui a fait l'étude. Dominique. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle de voir ça, parce que pendant des semaines, des mois, des années, on a crié au loup en disant l'IA va ravager le marché du travail, il n'y aura plus de travail pour les humains, c'est toute l'intelligence artificielle qui va se substituer. Des chiffres multipliés par 7 en quelques années d'emploi, ça montre bien que en fait, c'est plus une substitution d'emploi. Et d'ailleurs, dans les métiers du chiffre ou dans les métiers de la loi et du droit, aujourd'hui, il n'est pas rare que des jeunes qui rentrent en embauche rentrent sur la compétence comptable, par exemple, mais en double formation et en double compétence sur le système de data management, c'est-à-dire la gestion des données et l'automatisation du traitement de la gestion de la donnée, et le métier traditionnel de la comptabilité. Donc on est vraiment là, exactement dans le cœur de la mutation du marché du travail lié à une technologie. À chaque fois qu'il y a une révolution industrielle, c'est la même chose. Il y aura des perdants. À chaque fois, il y a des perdants. On fabrique plus de bougies, donc il n'y a pas de gens qui fabriquent des bougies. En revanche, on a des spécialistes de l'énergie durable. Aujourd'hui, c'est pareil. Dans l'IA, on n'a pas forcément les mêmes machines qu'avant, mais on n'a pas les mêmes emplois qu'avant, et on en a beaucoup d'emplois. Et on peut se féliciter parce que la France, à la fois, est sur l'amont, c'est-à-dire sur les technologies, mais aussi sur les usages. Comment utiliser les IA, comment on utilise, et vous le disiez fort justement, on n'est pas obligé d'avoir fait des super études pour pouvoir se dire je deviens un spécialiste de l'usage de l'IA. Alors il y a des super études, mais quand même, quand on était à Choose France la semaine dernière, Pierre-René Lemas, tout le monde nous a dit on vient chercher en France les cerveaux. Donc notre système universitaire fonctionne quand même bien, notre compétence en mathématiques, il y a eu un accord ce matin commercial du côté de Pascal qui signe un gros contrat avec Aramco, il y a le plateau de Saclay qui est très, très recherché. On a ces cerveaux de l'IA en France qui vont faire notre économie de demain. Moi, je suis convaincu de ça.
Je suis convaincu, indépendamment des coups de com' hebdomadaires, un coup c'est Choose France, un coup c'est... Là, c'est Choose IA en Là, France cette semaine. Choose IA. Il y a Vivatech demain. Dans 15 jours, je sais pas ce qu'il y aura, Choose autre chose. Bon, mais si on enlève l'aspect bling-bling, moi je suis convaincu de ça. La France est un pays qui a le savoir-faire, qui a la formation, qui a les diplômes, qui a les diplômés, voilà. Et comme on passe notre temps parfois à critiquer le système de formation français en matière, notamment mathématiques, qui est la base de tout, on est quand même parmi les meilleurs du monde, sinon les meilleurs du monde. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Après, la vraie question, c'est dans quelle mesure et avec quel financement on va pousser le développement de l'IA en tant qu'outil de production, en tant qu'outil de fabrication. Je crois que le président de la République devrait annoncer, en tous les cas, c'est ce qui était recommandé par le rapport qui est sorti il y a 15 jours, 4 ou 5 milliards, je sais pas. Je sais d'ailleurs pas où on va les trouver, peut-être dans la réforme de l'assurance chômage, mais mettre 4 ou 5 milliards sur la table me paraît en effet pertinent. La vraie question, c'est est-ce que l'Europe est prête à un grand plan de développement de l'IA qui nous permettrait, au niveau européen, d'être à peu près au niveau de ce que veulent faire les États-Unis aujourd'hui? Alors, je crois que l'argent de l'assurance chômage, on en a besoin pour faire des économies tout court. Je crois que c'est plutôt ce qui est prévu. Oui. On va en parler dans un instant. Ça, c'est quand même la France qui gagne. C'est la France qui va bien, la France technologique, la belle vitrine. De l'autre côté, il y a la France qui fait quand même grève. Trafic fortement perturbé à la SNCF. Aujourd'hui, en région parisienne, l'objectif, c'est de mettre la pression avant la fin des négociations de la prime JO. En gros, tout le monde demande autour de 2 000 €. C'est ce qu'ont eu les policiers et la PHP. Donc, on essaye de se mettre à ce niveau-là. Est-ce que ça vaut le coup, cette facture sociale, Arnaud Aimé? Alors, pour moi, c'est déjà en quelque sorte une revanche de la première ligne. Je parle de ces métiers qui étaient particulièrement sollicités pendant la période de Covid, de ces métiers qui ne peuvent pas télétravailler, et aujourd'hui ils prennent aussi leur revanche avec ce pouvoir de négociation qu'ils ont à l'approche des Jeux Olympiques. Après, je pense que les entreprises comme les acteurs publics, font quand même attention à l'héritage. Vous savez, on parle beaucoup d'héritage dans les Jeux Olympiques. Ouais. On dit on fabrique des équipements qui doivent... les négociations sur la retraite qu'on va garder pendant 1000 ans. Il y a deux choses, je pense. Il y a d'une part des primes qui sont accordées, mais qui sont des primes exceptionnelles et transitoires. Et juste après les Jeux Olympiques et Paralympiques, ça revient à la normale. Donc il n'y a pas d'effet cliquet qui se forme. Ou parfois il y a des mesures beaucoup plus structurelles, mais qui, JO ou pas JO, de toute façon, devraient être abordées un jour ou l'autre. Je pense aux accords de fin de carrière, par exemple. Donc c'est pas grave. Donc c'est la négociation classique du rapport de force. Pour l'instant, ça n'est pas une négociation. Pour l'instant, on fait grève avant de négocier. Oui, c'est demain la fin de la négociation. Mais il y a eu des négociations sans grève chez les policiers, à la PHP. À la SNCF. Tout à fait. Donc en fait, le maître mot dans les Jeux Olympiques, contrairement justement aux circonstances exceptionnelles du Covid, c'est qu'on peut anticiper. On pouvait anticiper. C'est-à-dire que ça fait quand même une dizaine d'années qu'on sait, depuis 2017, qu'on sait qu'on aura les Jeux Olympiques. Ça fait une dizaine d'années qu'on a mis en place la charte sociale avec 8 partenaires patronaux et syndicaux pour construire des Jeux économiquement, socialement responsables. Ça s'est bien passé, 4 fois moins d'accidents, 11 milliards de retombées attendues et plus de 30% de PME qui sont sur les marchés publics liés à la construction des Jeux. Donc quand on dialogue sur le long terme, ça se passe bien. Là, ce qui est un petit peu à déplorer, c'est que on se met en grève là et on prend quelque part les salariés, quels qu'ils soient, en tenaille d'une négociation qui pourrait avoir lieu pour ensuite se dire est-ce qu'on fait grève. Donc voilà, le maître mot doit rester l'anticipation. Moi, je suis pas trop inquiète sur le déroulé des Jeux Olympiques. En revanche, là, c'est un petit peu ce qu'on appelle le money time. Chacun met un petit coup de pression. Moi, j'invite tout le monde à négocier, à se mettre autour de la table, plutôt que de prendre en tenaille les Français. Pierre-René Lemain. C'est quand même la galère aujourd'hui, dans les transports, dans les trains, c'est quand même la galère. J'abonde dans le sens de Dominique. Il a été prévu, c'était quand même une première, ça s'était jamais fait pour les Jeux Olympiques, une charte sociale des Jeux Olympiques, que co-préside Dominique avec Bernard Thibault. Bernard Thibault. C'est une première. Donc ça fait des années qu'on pouvait anticiper des choses. On a l'exemple de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Regardons même pas le Japon, où il y a eu des mouvements de grève, c'est moins fréquent qu'en France, pour obtenir des primes. Donc on savait très bien que à l'approche des Jeux Olympiques, il y aurait une demande pour un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de travailleurs, de mécanismes nouveaux, de primes provisoires, voilà. Donc, on le savait, c'est pas une découverte. Ce qu'on a oublié en France, c'est
quelques règles de base du dialogue social. D'une manière générale, le dialogue social a un peu démarré. Quand vous parliez de la PHP, il y a eu des mouvements sociaux. Quand on parle de la police, on l'a oublié, mais il y a eu des mouvements sociaux pour obtenir de la part des services du ministère de l'Intérieur l'augmentation des primes en vue des Jeux Olympiques. Là, on est au bout du bout. Alors, on a oublié les règles du dialogue social. Du coup, comme on ne sait plus dialoguer, on arrive à des situations idiotes. Et notamment le fait de commencer une grève avant la négociation. L'usage, c'est quand même de négocier. Si ça marche pas, on fait grève. Mais voilà, il y a une espèce de rapport de force qui est en train de s'instaurer en ce moment. Mais toutes ces primes... Ça me choque pas qu'il y ait des primes provisoires à l'occasion des Jeux Olympiques. Oui, c'était provisionné, anticipé en fait, Dominique. On savait qu'on allait avoir donné des primes autour de 2 000 € pendant cette période. 2 000 peut-être pas, mais entre 1500 et 2 000 €. Il y a deux choses, plusieurs choses. Dans les entreprises privées, le climat social, il est bon, et là-dessus on dialogue, parce qu'on dialogue en continu, on sort des accords, donc on a préparé les choses. Là, peut-être un des éléments qui a mis un peu de l'huile sur le feu, c'est qu'il n'y a pas forcément eu de coordination entre les différents secteurs publics impactés par le déroulé des Jeux. Donc chacun veut la même chose que le service d'à côté. Le premier qui lève le doigt, qui dit moi ça sera 1 900 €, les autres qui n'ont pas encore discuté, négocié, disent moi j'aurai combien. Donc il y a aussi l'anticipation, mais il y a aussi la coordination de l'État employeur. Alors pendant ce temps-là, on a une réforme de l'assurance chômage dans nos tablettes. On avait quelques pistes hier autour de ce qui va être décidé par le gouvernement. L'Unédic, avant même la mise en place de la réforme, a chiffré les effets potentiels. Ils sont loin d'être neutres. Selon cette étude que Caroline Morisseau s'est procurée, un tiers des allocataires pourraient être concernés. On l'écoute. La réforme de l'assurance chômage sera plus ou moins lourde de conséquences en fonction des choix du gouvernement. L'Unédic a par exemple chiffré l'une des pistes qui tient la corde, c'est-à-dire durcir les conditions d'ouverture des droits. Si le gouvernement optait pour un léger changement, obliger les Français à travailler non plus 6 mais 7 mois, toujours sur 24 mois pour être indemnisés, alors seuls 11% des allocataires seraient concernés, avec à la clé 400 millions € d'économies. Pousser le curseur beaucoup plus loin, c'est-à-dire les obliger à travailler non plus 6 mais 12 mois, toucherait cette fois un tiers des allocataires et rapporterait 2,3 milliards €. Enfin, s'il veut vraiment aller chercher beaucoup plus d'économies, le gouvernement pourrait être tenté par un scénario encore plus brutal, obliger les Français à travailler 12 mois au lieu de 6, en baissant en plus la période de référence. Tout cela serait calculé non plus sur 24 mais sur 18 mois. Les économies grimperaient alors à 7,5 milliards d'euros. L'Unédic souligne toutefois que ce durcissement des conditions d'ouverture de droit aurait un impact particulièrement fort sur les moins de 25 ans, les salariés en fin de CDD ou encore en intérim, autrement dit les plus précaires, de quoi peut-être refroidir les ardeurs du gouvernement. Cette réforme de l'assurance chômage, bon timing ou pas, Pierre-René Lemain ? Mais non, pas bon timing. D'abord, on a commencé à l'annoncer il y a un mois. Ouais. Alors ensuite, on a dit qu'on faisait une concertation. Tout le monde sait bien qu'il n'y aura pas de concertation. Donc on reçoit les syndicats, le patronat, je crois, la semaine prochaine. Et puis tout est déjà sur la table. Donc on va au minimum aller vers une réduction, je sais pas, on va passer à 8 mois dans les 20 derniers mois. Voilà, bon, tout le monde connaît à peu près aujourd'hui les paramètres. Pour toucher les indemnités. Voilà, on sait maintenant que tout ça va rapporter entre 400 millions et 3 milliards d'euros. Enfin, on va être autour de ça. Tout le monde a oublié que l'assurance chômage, c'est un excédent de près de 5 milliards aujourd'hui. C'est 4,7 milliards d'excédent cette année. Bon, voilà, moi je comprends pas trop le timing du gouvernement. J'espère qu'il fera pas l'annonce la veille des Jeux Olympiques, parce qu'à ce moment-là, on va se retrouver tous autour de la table à déplorer le mouvement social qui empêche la grande fête nationale. Comme en plus il annonce dans la fonction publique la suppression des catégories B, C, D. Non, A, D, ça a déjà disparu. A, B, C, enfin, une espèce de bouleversement interne dans la fonction publique avec la généralisation des salaires au mérite. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre le calendrier. Voilà. D'autant qu'on m'a dit qu'il y avait 2-3 autres priorités politiques, notamment outre-mer. Dominique. Moi, j'ai un seul leitmotiv, c'est la compétitivité de nos entreprises et donc la politique de l'offre, et donc faire en sorte qu'on ait des entreprises qui n'aient pas ce fardeau à payer. Néanmoins, là, on voit bien que c'est plutôt une politique budgétaire qu'une politique économique. On avait 3 pistes données hier par Caroline Morisseau: durcir les conditions d'ouverture des droits, allonger le délai de carence, élargir le bonus-malus sur tous les secteurs. Je sais que ça, le dernier, ça vous plaît pas du tout, Dominique. Mais parce que le bonus-malus n'a jamais créé d'emploi. C'est pas parce que vous allez mettre un malus à des secteurs qui sont extrêmement diversifiés que vous allez créer de l'emploi. Si vous prenez le secteur de la restauration,
Dans la restauration, il y a plein de métiers en réalité. Donc il y a des métiers qui sont soumis au turnover, pas forcément à l'initiative du patron. Simplement, il y a des gens qui bougent d'une entreprise à l'autre. Alors parce que vous allez avoir des contrats courts, parce que les gens veulent bouger d'un poste à l'autre, on regarde les fins de contrat, on regarde le nombre de salariés qui partent. On va vous mettre un malus, ça n'a pas de sens, ça ne dynamise en rien le marché du travail. Donc ça, le bonus-malus, c'est non. Je peux vous dire une horreur ? Bah oui, allez-y. Oui, moi je crains que la réforme de l'assurance chômage qui va être très dure pour les chômeurs et donc pour les salariés, le gouvernement se dit, il faut que je la compense en étant très dur vis-à-vis du patronat. Donc je vais être très méchant en généralisant le bonus-malus. Comme ça, en gros, tout le monde sera fâché, balle au centre. Ah oui, il nous reste 20 secondes si vous voulez, Arnaud. Oui, c'est gentil. Ça sera pas juste pour faire le lien avec l'automobile qu'on avait prévu de parler. Je pense que l'assurance chômage, c'est un des dispositifs qui pèse aussi sur les coûts du travail. Les coûts du travail, c'est pas seulement les salaires, c'est toutes les taxes qui portent dessus. Et pour faire le lien avec l'automobile, c'est en travaillant sur ces coûts du travail qu'on évitera davantage de parts de marché pour les industriels chinois, davantage d'usines implantées en Europe de l'Est plutôt que chez nous. C'est bien là-dessus qu'il faut travailler. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus débriefer l'actualité.